Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de l'information sur la télévision nationale. Voici les titres du journal. Rentrée politique du bloc républicain, l'événement a eu lieu hier à Porto-Novo sous le thème « Femmes et jeunes dans l'arène politique au Bénin ». Vous suivrez dans ce journal quelques personnalités qui ont pris part aux travaux. À Parakou, la rentrée judiciaire 2019-2020 a eu lieu vendredi dernier. Les différentes communications ont porté sur le serment du magistrat à l'ère d'éthique. Et puis, nous nous intéresserons aussi dans ce 20h au port des lunettes, devenu très fréquent de nos jours. Pour quelles raisons? Henri Fatina va nous édifier. Nous recevons sur ce plateau ce soir Urbain Amegbedi, directeur général de l'ANPE. Bonsoir, monsieur Amegbedi. Bonsoir, madame. Avec lui, nous parlerons de la situation actuelle des aspirants au métier d'enseignant. Nous y reviendrons dans quelques minutes. Deuxième journée des éliminatoires CAN Cameroun 2021. Victoire difficile, mais victoire quand même pour les écureuils du Bénin. 1-0 devant la Sierra Leone. L'unique but de la partie a été l'œuvre de Jodel Dossou, un rush solitaire de l'attaquant béninois qui permet au Bénin de se replacer à la deuxième place du groupe L. Je vous invite à revoir le seul but du match dans les conditions du direct. On a l'impression que les décrets font une défense de zone sur les coups de pied arrêtés. Moi je pense une défense mixte de zone et aussi d'un peu individuel. Je pense que c'est la modernité. Attention, Jodel Dossou qui récupère. Jodel Dossou, il va vite, il est technique. Il va vite, il est technique, Jodel Dossou. Jodel Dossou, il a qui de l'autre côté. Jodel Dossou, la frappe de Jodel. Et l'ouverture du score. L'ouverture du score. 27e minute. Il est technique, il va vite et il ouvre le score pour les écureuils. On l'appelle Jodel Dossou. Il allait tout seul croiser sa frappe et crucifier le gardien Sierra Leone. Je trouve que nous sommes des privilégiés d'être ici au stade Charles de Gaulle aujourd'hui pour voir ce but, un but d'anthologie. Une frappe puissante, limpide, et ça fait 1-0 pour les écureuils. C'est tout ce que nous souhaitons. Je vous le disais dans les titres, le bloc républicain a effectué sa rentrée politique hier samedi à Porto-Novo, placé sous le thème « Femmes et jeunes dans l'arène politique au Bénin ». L'événement a drainé une foule de militants venus des 12 départements du Bénin. Linaï Kagbazao a tendu son micro à quelques personnalités à la fin des travaux. Ce jour est effectivement un grand jour pour notre parti, le bloc républicain. Nous avons fait notre rentrée politique aujourd'hui, une rentrée politique qui a été focalisée sur deux questions essentielles, c'est la jeunesse et le leadership féminin. Et sur ces questions-là, nous avons eu droit de deux belles communications, sans oublier les interventions des militants qui ont rappelé l'importance des populations à la base. Quand on a entendu dans le discours du secrétaire général national l'importance que ce parti accorde à ces deux composantes de notre population, c'est vous dire que c'est un vrai changement dans notre pays à travers cette vision nouvelle que nous avons et qui doit nous permettre de soutenir les actions du gouvernement du président Patrice Talon pour la réalisation, je dirais, complète du plan d'action du gouvernement. Nous nous engageons au sein du bloc républicain à faire en sorte que, conformément à nos statuts qui prévoient que dans nos structures décentralisées, qu'il y ait au moins 30% de sièges réservés aux femmes, 30% aux jeunes, nous aspirons à en faire. Et la déclaration de Porto-Novo vous a donné, je pense, les éléments. Nous voudrions faire en sorte qu'aux prochaines élections communales, que sur nos listes du bloc républicain, dans les 77 communes de notre pays, qu'il y ait au moins 30% de femmes, au moins 30% de jeunes. Et si nous mettons les deux catégories ensemble, cela nous fait au moins 60% pour les jeunes et les femmes. C'est un défi que nous tenons à relever. Nous avions voté le code électoral
Et le code, nous avions fait, enfin le nombre de sièges de députés que nous sommes. En ce moment, c'est 83, c'est parti à 109. 109 avec un avantage pour toutes les femmes dans toutes les circonscriptions de notre pays. C'est-à-dire dans chaque circonscription, il y aura une femme, au moins. Je n'ai pas dit une, hein, une au moins. Vous voyez, le thème c'est quoi? Femmes et jeunes dans l'arène politique. Écoutez, je dirais que le tapis est... C'est là, hein, c'est tout près. On nous dit souvent que les jeunes sont sans emploi. En réalité, nous sommes aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, avec un gouvernement qui veut prendre à bras le corps ce qu'on appelle la préoccupation des jeunes à travers la formation. Parce qu'il n'est pas normal que des jeunes, une fois sortis des établissements, des écoles, ne se retrouvent point ou se retrouvent au chômage. Chaque groupe de personnes concernées s'est amplement expliqué, a posé ses préoccupations, ses priorités et demandé au bureau politique d'aider surtout les jeunes à obtenir la promotion. Nous avons initié quelque chose, mais nous pensons que avec le temps, nous travaillerons à en faire une tradition au sein du parti, car le succès que nous avons enregistré mérite d'être répété, et donc bravo à l'ensemble des participants. D'un autre côté, la rentrée judiciaire 2019-2020 est elle aussi effective depuis vendredi. La cérémonie solennelle de cette rentrée a eu lieu à Parakou en présence de la directrice de cabinet du ministre de la Justice. Les détails avec Nestor Sella et Olviga Mensan. Après les vacances judiciaires, ces hommes en toge sont tous là pour dire le droit avec un thème qui interpelle tous les acteurs de la justice béninoise à l'ère du numérique. Ce thème pose le problème de l'usage que le magistrat peut faire des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour ne pas être en porte-à-faux avec son serment. Le serment prêté par un magistrat est un engagement solennel qui marque l'entrée dans la magistrature. Dans son serment, le magistrat s'engage à garder le secret des délibérations et à se conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Le serment du magistrat n'a pas pour vocation de rendre la justice opaque alors même qu'elle est rendue publiquement au nom du peuple béninois. L'évolution permanente et rapide des technologies de l'information et de la communication suppose de la part des magistrats, individuellement ou collectivement, qu'ils réinterrogent constamment les précautions qu'implique cette vigilance. L'obligation de réserve ne saurait servir à réduire le magistrat au silence ou au conformisme, mais doit se concilier avec le devoir particulier d'indépendance et d'impartialité du magistrat, même lorsque le magistrat n'est pas lui-même actif dans les médias ou les réseaux sociaux. Le serment du magistrat était et sera. C'est-à-dire donc que le serment du magistrat n'est pas lié et ne s'identifie pas aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais passera que les nouvelles technologies de la communication, de l'information existent ou n'existent pas. Que dit le magistrat dans son serment? Essentiellement, il promet, il s'engage à l'indépendance, à l'impartialité, à la dignité. À l'aube d'éthique, les magistrats s'interrogent tout en reconnaissant qu'elles sont incontournables dans l'exercice de leurs fonctions. L'éthique constitue-t-elle pas pour le magistrat un atout en même temps qu'une menace? Nul n'ignore les avantages d'éthique dans le fonctionnement de l'institution judiciaire. L'informatisation et le déploiement des applications métiers au niveau des chaînes pénales et civiles dans nos juridictions depuis 2008 ont induit une célérité dans le traitement des dossiers, réduisant du coup le temps qui y était consacré. Et tout cela participe à la modernisation des services judiciaires et à l'efficacité de la justice. Aujourd'hui, ils soutiennent qu'une justice moderne
Ouverte au monde et à son évolution, se doit d'intégrer les enjeux et défis des nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est pourquoi l'appareil judiciaire doit... À cette fin, l'appareil judiciaire doit se perfectionner et améliorer son rendement pour accompagner les réformes ou les transformations économiques et sociales. Dans cette démarche, l'intégration de la dimension numérique dans la stratégie de la modernisation de la justice offre des solutions qui conviennent aux exigences de célérité, de transparence, de qualité, de stabilité de la jurisprudence face à un besoin de justice sans cesse grandissant. Cependant, malgré l'abondance des possibilités qu'offre l'utilisation de la technologie moderne pour le développement de divers domaines de la justice, cette propension d'éthique ne doit pas faire prédominer le facteur numérique sur le professionnel du droit qu'est le magistrat. Les pratiquants de droit quittent cette grande salle d'audience de la Cour d'appel de Parakou avec espoir de rendre des procès équitables dans un état de droit. Je vous le disais, le directeur général de l'ANPE est sur ce plateau. Avec lui, nous allons parler de la situation actuelle des aspirants au métier d'enseignant. Alors, monsieur Amegbedji, qu'est-ce qui ne va pas avec les aspirants au métier d'enseignant? Merci beaucoup. Je dois dire quand même que ça va. Ça va. J'espère que vous voulez parler des remous, des murmures que nous avons actuellement du fait que les premiers aspirants qui ont démarré le 30 septembre n'ont pas pu recevoir leur allocation à la fin du mois d'octobre. Cela crée quelques remous, quelques murmures, quelques mécontentements au sein de cette catégorie, surtout que nous leur avons promis que dans la gestion du programme, nous prendrons toutes les dispositions pour qu'ils soient payés mensuellement comme les agents de l'État. Eh bien, je suis venu sur ce plateau pour vous dire que depuis vendredi, ces aspirants ont été virés. Le Trésor public a viré ces enseignants dans leur banque. Ceux qui ont des RIB et qui ont fait les formalités dans nos agences ont été virés. Ils sont en tout 9014 qui ont été virés sur les 12 000. Je dois dire que si tous n'ont pas été virés, cela dépend également d'eux. Parce que si nous n'avons pas les attestations de prise de service, si nous n'avons pas le numéro de RIB de leur banque, nous ne pouvons pas les virer et nous ne pouvons pas faire leur bonheur sans eux. Nous avons besoin également de leur aide. C'est pour cela que sur les 12 000 qui ont été déployés le 30 septembre et qui ont reçu un contrat, seulement 9014 ont pu faire les formalités pour être virés. Et ceux-là, dans les semaines à venir, pourront constater dans leur compte qu'ils ont leur allocation virée. Et en plus, je dois dire que le chef de l'État a autorisé et le ministre des Finances et toute son équipe ont travaillé pour que ce ne soit pas seulement le mois d'octobre qui leur soit viré, mais le mois d'octobre et le mois de novembre en même temps. Mais qu'est-ce qui expliquait cette situation? Cette situation s'expliquait, ce n'était pas de notre responsabilité, parce que pour les virer, nous avions besoin d'un certain nombre d'éléments, notamment qu'ils aient pris service réellement dans leurs établissements et qu'ils nous aient ramené les attestations de prise de service qui montrent effectivement qu'ils ont pris service et qu'ils travaillent. Parce que le programme est conçu de manière à ce que seuls ceux qui travaillent pourront être payés. Il ne s'agit pas simplement de venir s'inscrire et de se faire payer. Si vous ne travaillez pas, vous ne serez pas payé. La deuxième pièce importante dont nous avions besoin, c'est leur numéro de compte. Et donc, le paiement n'étant pas à vue, il fallait que nous ayons les numéros de compte, les numéros de RIB qui nous parviennent à temps, que nous puissions envoyer ces listes au ministère des Finances et que le nécessaire soit fait. Mais vous comprenez que chacun est venu à son temps, à son moment. Les délais que nous avons fixés, ils ne les ont pas respectés. Et si nous devions attendre les 12 000, je pense que nous serions encore à attendre pour les virer. Nous avons pris
la responsabilité de virer 9014 qui étaient à jour dans nos livres, et depuis vendredi, le Trésor public a fait le nécessaire pour que cela soit payé. D'accord. Monsieur Amegbedji, quel bilan on peut faire aujourd'hui de ce programme-là? Il faut dire que le gouvernement a vu juste, le programme a apporté beaucoup de solutions. Il y avait un manque important d'enseignants dans les établissements publics et tout cela hypothéquait l'avenir de nos enfants, à savoir la qualité de l'enseignement. Un enfant qui n'a pas d'enseignant ne peut pas avoir la qualité d'enseignement qu'il lui faut, et pourtant c'est notre constitution qui a établi que nos enfants ont le droit à une éducation de bonne qualité et l'État doit le leur assurer. Et donc pour cette responsabilité, le gouvernement a décidé donc de prendre les aspirants, les enseignants aspirants qui ont passé des tests et qui ont été jugés aptes à enseigner dans les classes, de les envoyer dans les classes pour qu'ils puissent enseigner et combler ce vide que nous avions. Auparavant, il y avait un système de vacation. Ce système de vacation avait ses limites, notamment ceux dont nous parlons aujourd'hui, le virement que nous leur faisons aujourd'hui qui est mensuel. Dans le système de vacation, c'était un système de paiement à l'heure et c'était payé avec beaucoup de retard. Il est arrivé que dans ce pays, les gens étaient payés 1 an alors qu'ils ont des heures de vacation, nous leur étions payés qu'1 an après. Aujourd'hui, nous leur payons 1 mois, on les paye même à l'avance parce que le mois de novembre n'est pas encore terminé, ils peuvent l'avoir. Le système s'est nettement amélioré parce que le gouvernement est soucieux de ce qu'il soit dans de très bonnes conditions pour pouvoir assurer le travail de transmission de l'enseignement qui est un travail pas facile. Je dois donc dire que les choses se passent quand même très bien. Nous venons de démarrer également avec les enseignants du primaire. Et si j'ai quelque chose à dire, nous avons commencé avec beaucoup de retard pour le primaire. Et pour ne pas tomber dans les mêmes situations de retard de paiement de leur allocation, je voudrais inviter tous ceux qui sont dans le primaire et qui ont pris service dans les établissements de bien vouloir nous déposer à temps leur attestation de prise de service, mais également les informations liées à leur RIB, bancaire, à leur numéro bancaire, de manière à ce que nous puissions leur transférer leur allocation à temps. Nous sommes soucieux de ce qu'ils soient dans de bonnes conditions, qu'ils puissent avoir le minimum nécessaire pour pouvoir assurer la mission qui leur est confiée par l'État béninois. Merci à vous, Monsieur Amegbedji Urbain. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. Merci d'avoir été des nôtres. Sachez, mesdames et messieurs, que la campagne de commercialisation du coton-graine a démarré. La cérémonie de lancement a réuni différents acteurs de la filière coton à Banikwara dans le département de la Liborie. Lazare Migan et Ernest Tetekou pour le point. Chers partenaires et amis de la filière coton, je vous souhaite la bienvenue. C'est parti pour la commercialisation de coton-graine. Comme chaque année, cette cérémonie marque le démarrage effectif des opérations de vente de l'or blanc. Dans le département de la Liborie, c'est la cité de Banigansé qui accueille les festivités pour l'édition 2019-2020. C'est un événement à la fois symbolique et solennel. Symbolique dans la mesure où tout à l'heure, nous allons procéder à la pesée et à la simulation de la vente du coton-graine tel que cela se déroule dans les différents marchés. Il est solennel, d'autant plus que plusieurs ministres de la République se trouvent présents parmi nous, également présidents d'institutions importantes comme la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. La commune de Banikwara a été de tous les temps le leader national, la locomotive de la production du coton au Bénin. Et le moment de féliciter solennellement tous les acteurs de la filière coton, gouvernement, producteurs, égreneurs, distributeurs, transporteurs. Grâce à eux, le coton est devenu pour les communes du Bénin une véritable source de financement du développement local. Le gouvernement du nouveau départ fait du secteur agricole une
une des priorités de son programme d'action. En témoigne le record atteint chaque année depuis 2016 pour la production cotonnière. L'année dernière, à pareille époque, les estimations de production étaient établies à 700 000 tonnes de coton graine. Nous ne sommes pas restés loin de cette prévision et mieux. Avec 678 000 tonnes finalement obtenues, nous avons atteint une performance qui nous a propulsés à la tête de peloton des pays africains producteurs de coton. Et ceci, le mérite en revient surtout à vous, productrices et producteurs de coton. Si l'année passée, les cotonculteurs ont gagné directement 99 milliards dans leur poche et que les organisations professionnelles ont gagné plus d'1,8 milliard, c'est plus de 101,5 milliards versés dans vos régions. Aujourd'hui, le coton promeut encore plus fort. Premier pays producteur de coton en Afrique devant le Mali et le Burkina Faso, le Bénin ambitionne d'atteindre 1 million de tonnes d'ici 2021. Un record pour s'imposer au plan mondial dans la production cotonnière. La lunette, un effet de mode ou un outil indispensable pour la vue. En tout cas, de nos jours, il est très fréquent de rencontrer des utilisateurs de lunettes et tous n'ont pas forcément consulté un ophtalmologue pour en avoir l'autorisation. C'est ce que nous dit Henri Fatina dans ce reportage. Des lunettes portées comme on peut, comme on veut. Bon, je mets les verres en fonction de la prescription que j'ai reçu dans les hôpitaux. C'est une marque d'affichage, de confirmation de ce côté-là un peu zélé du fonctionnaire qui veut prouver qu'il est dans sa peau de fonctionnaire. Il y a des gens qui portent par exemple des verres simples, mais pour se faire plaisir. Ils s'habillent comme ça, ils portent leurs verres pour se faire voir ou pour se faire plaisir dans la ville. Je porte des verres tout simplement parce que je suis constamment devant des micro-ordinateurs. Il y a aussi des verres simples que les gens portent pour se prémunir contre, par exemple, la poussière dans la circulation ou les fumées, des gaz, tout ça là, des moteurs. Donc, il y a ces sortes de verres, mais il y a aussi des verres médicaux qui sont prescrits. Se protéger, se vêtir et améliorer la vision sont entre autres les avis qui motivent le port des verres. Mais quel est l'avis de l'ophtalmologue? Voilà, porter des verres pour la mode, je crois que ça a des inconvénients. En temps normal, quelqu'un qui veut porter des verres, il doit s'adresser à un spécialiste pour une consultation, va voir, n'est-ce pas, les numéros qui conviennent pour ses yeux, afin qu'il ne se crée pas des ennuis. Voilà, si on ne le fait pas, pour des verres, ça peut avoir des répercussions. En fin de journée, vous pouvez être fatigué, vous avez les douleurs aux yeux ou bien de petites migraines. Voilà. Imaginez que ça continue sur un temps important. Ça peut avoir des répercussions sur la vue elle-même. Donc, ce n'est pas trop bien. Somme toute, pour tout port de lunettes, il est important de consulter un ophtalmologue, le seul assermenté à prescrire le port de verres. On reste dans le domaine de la santé. Couverture sanitaire universelle en Afrique. Un forum régional sur la santé communautaire s'est tenu à Cotonou dans ce cadre, en se basant sur les politiques de soins de santé primaires déjà implantées dans certains pays d'Afrique. Les participants réfléchissent à des stratégies de mobilisation de ressources financières. Axel Dancy et Louis Koudoubo pour les précisions. Après la conférence internationale sur l'institutionnalisation de la santé communautaire tenue en Afrique du Sud, le Bénin accueille le forum régional sur la politique. Autour d'une table, ces acteurs venus des pays de l'Afrique centrale et de l'Ouest veulent redéfinir leur politique d'intervention des soins de santé primaires, garantir et étendre les soins de santé primaires dans les milieux défavorisés est leur credo. Pour garantir la qualité de services de santé dans la communauté, nous devons assurer la disponibilité des ressources humaines, plus spécifiquement des agents de santé communautaire formés, bien équipés, bien encadrés, en nombre suffisant
et reconnue par le système de santé. Les agents de santé communautaire agissent comme un facteur atténuant la crise des ressources humaines pour la santé. L'accès aux soins de santé primaires pour tous. Les partenaires techniques et financiers convaincus de la concrétisation de ce rêve renouvellent leur engagement et donnent l'occasion au ministre de la Santé du Bénin de faire un plaidoyer. Cette rencontre permettra également de poser les jalons d'un groupe de coordination régionale sur la santé communautaire. Les résultats de nos travaux serviront au lancement de l'initiative de Cotonou sur la santé communautaire en vue de renforcer les actions concertées en faveur de la couverture sanitaire universelle. Les soins de santé primaires toucheront beaucoup plus les personnes défavorisées vivant dans les déserts médicaux et donneront un autre déclic à la couverture sanitaire universelle au Bénin. BGFI Bank étend son réseau pour être plus proche des populations du Septentrion. L'inauguration de la nouvelle structure bancaire a eu lieu vendredi dernier à Parakou. Suivons le public reportage signé Colombe Amadi et Alexis Assoba. Le Sénat C'est pour se rapprocher de sa cible, entre autres opérateurs économiques, salariés et particuliers du Septentrion, que les responsables de BGFI Bank ont implanté l'agence Alifa à Parakou. Population et chefs d'entreprise peuvent bénéficier désormais des services bancaires de la prestigieuse banque présente dans plus de 10 pays dans le monde. Notre mission, c'est s'engager à vos côtés pour vous offrir les meilleures solutions, les meilleurs services, les meilleurs produits, c'est-à-dire les plus adaptés à vos besoins. BGFI Bank est donc votre partenaire pour l'avenir. Nous avons des valeurs qui sont portées à travers le groupe par tous les collaborateurs. BGFI Bank Bénin, c'est aujourd'hui 133 collaborateurs. BGFI Bank Bénin, c'est aujourd'hui 7 agences et 3 points de vente, donc un réseau de services de 10 agences et points de vente. Nous offrons les services de gestion de compte, de crédit, de dépôt, de moyens de paiement, les transactions de commerce international, le transfert d'argent et surtout les produits d'assurance et des services digitaux. Le groupe BGFI est installé depuis 2010 au Bénin. Le représentant du maire de Parakou est conscient de l'enjeu économique de cette agence bancaire dans la cité des Kobourou. L'agence Alifa du Parakou, qui connaît son inauguration ce jour, soulagera non seulement les peines des uns et des autres par la diversification de l'offre proposée, mais aussi elle rehaussera notre ville et en confirmera le fort potentiel économique. J'ai bon espoir que cette nouvelle agence offrira des produits et services modernes et personnalisés à ses clients afin de réduire les coûts et délais des opérations bancaires. L'ouverture des guichets de BGFI dans la métropole du Septentrion est aussi saluée par le secrétaire général du département du Borgou. Au nom des populations de Parakou, de ses environs et de tout le département du Borgou, je voudrais vous exprimer ma gratitude pour l'ouverture d'une filiale de ce grand établissement bancaire dans la cité de Kobourou. Je voudrais vous convier à envisager la possibilité d'extension à moyen ou à long terme de vos activités dans les autres communes du Borgou. Aussitôt mis en service, partenaires et potentiels clients promettent être aux côtés de l'institution bancaire. Nous qui sommes déjà des clients BGFI Bank depuis Cotonou, nous sommes très heureux puisque nous avons déjà des comptes en BGFI. C'est une satisfaction personnelle pour nous de voir BGFI se rapprocher de nous. Nous sommes toujours contents d'accueillir de nouvelles agences, d'accueillir de nouvelles personnes à Parakou et que la ville s'agrandit et s'embellit. C'est une belle chose. Et nous sommes heureux d'être là parce que BGFI, avec les quelques entretiens que nous avons, nous pensons qu'un partenariat pourra naître entre BGFI Bank et les ASF du Bénin pour le bonheur de la population des ASF du Bénin. Situé au quartier Transat, non loin de la direction départementale de la police républicaine, BGFI Bank est la première banque au Bénin, certifiée ISO 9001 version 2015. Son slogan, BGFI Bank,
votre partenaire pour l'avenir. La paroisse de l'Église du christianisme céleste Mont-Sinaï d'Abomey-Calavi prépare son jubilé d'or sur 5 ans. En projet, un temple sera inauguré en 2024. À cet effet, un culte d'appel de fonds a eu lieu dans l'enceinte du dit temple à Abomey-Calavi. Jérôme Hungo. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. C'est un ambitieux projet que les fidèles de la paroisse de l'église du christianisme céleste Mont-Sinaï d'Abomey-Calavi ont prévu. Embellir la maison de l'Éternel pour célébrer le jubilé d'or en 2024. Il faut embellir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi nous avons un ambitieux projet pour d'abord, dans les 5 ans à venir, habiller correctement notre temple. En plus, nous avons le temple des enfants à construire et les divers blocs administratifs, des logements pour habiter ceux qui seront sous temple, et puis les réfectoires, les dortoirs et les vestiaires pour les dignitaires. Et penser en même temps à l'assainissement du site. Ce jour, j'avais un peu peur. Aujourd'hui, là, le matin, le temps menaçait, le temps était maussade. Nous avons demandé à Dieu vraiment de nous gratifier de cette journée. Et effectivement, vous voyez qu'il fait soleil. Et les invités sont arrivés en grand nombre. Nous rendons grâce à Dieu. Selon la foi, celui qui donne libéralement devient plus riche. Hommes et femmes, petits et grands, ont mis les bouchées doubles afin de mener à bon port cette initiative pour la gloire de l'Éternel. Ce que nous sommes en train de viser par rapport à la construction de la paroisse Mont-Sinaï d'Abomey-Calavi, c'est grand. Donc plusieurs ont pris part ici. On voudrait que tous ceux-là arrivent pour contribuer à l'édification de la paroisse Mont-Sinaï. Celui qui compose avec Dieu ne perd jamais. Et quand vous choisissez être l'enfant, ou bien le fils, ou bien l'ami de Dieu, c'est que tout ce que vous faites porte toujours ses fruits. Tous les sympathisants, tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur, de venir mettre dans la poche du Seigneur. Et le moment venu, ils vont en récolter le centuple. J'ai été content de la prestation des chorales à l'intérieur. Je remercie et félicite les devanciers, les responsables à chaque niveau. Et je les prie de bien vouloir continuer dans ce sens pour que le nom de l'Éternel soit magnifié éternellement et bien. Je lance un appel à toutes les bonnes volontés, à nos sympathisants, qu'ils viennent nous soutenir à Mont-Sinaï, à Abomey-Calavi Centre. Nous avons des enfants à l'extérieur, nous avons des enfants aux États-Unis, au Canada, un peu partout. Qu'ils écoutent et qu'ils répondent favorablement à notre appel. Le Téléthon est lancé, les contributions vont à coup sûr jaillir de toutes parts, du Bénin et du monde. Faisons maintenant un tour à Abomey pour parler de la célébration du bicentenaire du roi Guézo. C'est la marche des Amazones à travers quelques rues de la cité royale qui a lancé les activités au menu de cet événement. Kolaole Boniface Biao. Place Goro, palais royal central et palais privé du roi Guézo. Les artères des rues menant en ces lieux ont été parcourues par la marche dite des Amazones. Une marche riche de sens car marque une partie importante de la vie de l'homme qui est célébré Guézo. Nous avons rendu hommage aux Amazones, les Agodiers, un corps spécial de femmes intrépides et vaillantes de l'armée du Dahomey. Un corps de femmes engagées dans l'exercice quotidien d'apprentissage de l'art militaire, cela au service de la défense des intérêts du royaume de Dahomey. Œuvre du roi Guézo, le corps des Amazones du Dahomey reste un grand exploit de Sa Majesté roi Guézo. 2 siècles qui marquent la prise de pouvoir du roi Guézo. La célébration de cet anniversaire s'étend sur 4 ans, 2018 à 2021. Un hommage est rendu au président Talon qui valorise le héros de son pays. Et grâce à la clairvoyance, à la hauteur de l'esprit de notre président, notre cher parent Patrice Athanase Guillaume Talon,
que Dada Guézo est aujourd'hui plus connu au Bénin et dans le monde. Dada Guézo et ses célèbres Amazones sont devenus des monuments pour nous tous. Cette marche des Amazones lance ainsi officiellement les activités entrant dans le cadre de cette deuxième année de la célébration du bicentenaire du roi Guézo. Des stéréotypes leur collent à la peau, notamment l'image de gens qui voyagent de ville en ville au gré de leurs parades et de leurs spectacles. Nous parlons des forains, des circassiens, comme ils aiment à le rappeler eux-mêmes. Pour comprendre leur mode de vie, Nicanor Kovi a rencontré les membres de All Circus qui entretiennent à Cotonou les traditions liées aux arts du cirque. Deux clowns à l'œuf facétis, une image qui résume la fonction première du cirque, divertir. Ces personnages, toute une histoire de bouffonnerie, mais surtout et avant tout, des valeurs sûres du spectacle aux côtés des autres métiers traditionnels du cirque. Il y a plusieurs types de rubriques que nous faisons, d'où la jonglerie, et les acrobaties, les pyramides, les tours de magie, le clown, et du slam et tout autre art. Se produisant sous enseigne ou sur les places publiques, les gens du spectacle ont fait évoluer le cirque tout le long de l'histoire. La tradition de la scène circulaire est restée, mais les spécialités présentées en font un spectacle vivant aujourd'hui, dans lequel tous les goûts sont dans la nature et sur la scène. Le cirque en général aujourd'hui regroupe plusieurs types d'art. Je dirais que le cirque est le rond-point de tous les autres arts parce qu'en même temps, il y a des chanteurs qui interviennent, les dompteurs d'animaux qui interviennent et beaucoup d'autres artistes aussi. Le cirque est une affaire de famille où toutes les bêtes de foire ont pignon sur rue. Une identité assumée jusqu'au All Circus. Quand on se retrouve entre circassiens, c'est comme si nous nous retrouvons nous-mêmes. C'est comme si nous nous retrouvons dans un autre monde qui nous appartient à nous-mêmes et ça nous fait vraiment vivre. Dans le cirque, il y a une famille. Même si vous êtes hors du commun et vous introduisez dans un cirque, ça veut dire que vous faites partie d'une famille où tout le monde peut échanger des trucs. Dans la famille des gens peu ordinaires, voici les acrobates. Cascadeurs impénitents mus par la seule envie de couper le souffle à leurs spectateurs, au prix de figures improbables, aussi risquées soient-elles. Le diabolo, c'est un matériel utilisé par des circassiens. Très souvent, le diabolo s'utilise avec des ficelles et de la baguette. Ce qui fait la beauté du diabolo au niveau du spectacle, il faut d'abord impressionner le public, attirer le public comme un focus sur le diabolo, sur son matériel. Et là, vous pouvez travailler, être en contact avec le public, échanger avec le public, avec votre matériel. Au Bénin, le métier est pingre et le public peu amène. Mais pour les circassiens, la passion de l'exercer l'emporte sur les aléas de la scène, en attendant des vents plus favorables. C'est une grande passion pour nous de faire du cirque. Ma vie sans le cirque, je ne pense pas que je serai quelqu'un de demain, quoi. Les artistes du All Circus ne vivent pas de leur art. Parce que ce n'est pas encore ça qu'il faut au Bénin. Ils ne vivent pas encore de leur art. Et c'est ce que nous espérons pour que dans des années à venir, que les artistes du cirque puissent véritablement vivre de leur art. Avec une scène encore balbutiante, le cirque béninois n'a pour seule certitude que la volonté à toute épreuve de ses artistes, comme ces saltimbanques du All Circus. Leur rêve, imprimer leur pas dans la piste aux étoiles, peut-être sous le plus beau chapiteau du monde, le ciel et ses milliards d'astres brillants pour spectateurs. Merci Nicanor Kovi. Et bien, ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.